Bonsoir fidèles téléspectateurs de Tête à Tête. Merci de nous suivre encore une fois. Nous allons parler ce soir d'Octobre Rose avec moi, Madame Fatima Zahraba, la fondatrice de la marque Sofatou. Bonsoir, très ravie de t'avoir ce soir. Bonsoir Penda, tout le plaisir est pour moi. Alors, qui est Fatima Zahraba aux téléspectateurs qui nous suivent? Bonsoir, Fatima Zahra, c'est une jeune femme sénégalaise, moitié lébou, moitié halpulaar, de bien sûr bientôt 29 ans. Quand je dis bientôt, c'est dans 2 jours. Donc, non, demain, qu'est-ce que je raconte? Donc, de 29 ans, maman d'un petit garçon et puis voilà, fondatrice de Sofatou, cofondatrice de Arca Concept Store. Votre parcours en quelques mots? Alors, un diplôme totalement différent en relations internationales et en droit public. Quelques années dans l'administration publique, quelques années, 2 ans. Et depuis 2018, full-time Sofatou. Voilà. D'où vous êtes venue cette passion pour la mode? Pour le textile, je dirais, depuis mon d'abord. enfance, oui. J'ai grandi en voyant ma grand-mère avoir un business de pain tissé. Donc, les tisserands étaient chez nous, à Liberté 5, dans la cour. Et puis, j'ai aussi très tôt été introduite à tout ce qui est teinture, couture à la main, de par mes tantes paternelles. Donc, je pense que j'ai très tôt eu une passion pour le tissu. Et ensuite, bien sûr, après, je pense que ça m'a un peu poussée à aimer les vêtements. Un peu par atavisme? Oui. Si je peux dire ça comme ça. Comment a commencé l'aventure Sofatou, du coup? Ça a commencé au Maroc, j'étais étudiante et j'ai commencé par modifier des vêtements parce que je voulais qu'ils soient un peu, ils étaient traditionnels, je voulais qu'ils soient plus modernes et portables à l'université. Et puis ça donnait un look particulier et comme les gens aimaient bien, j'ai décidé d'en faire un business parce que j'aimais l'argent, voilà. Et puis le voile aussi peut-être jouer un petit peu sur le Le look, voile est non? venu beaucoup plus tard. Oui, non, j'étais absolument pas voilée à l'université. J'ai commencé en 2012 quand j'étais étudiante, donc en 2e année. Je suis restée au Maroc justement pour pouvoir continuer. Donc, je ne suis pas allée en France pour faire un master. J'ai fait mon master au Maroc. Ensuite, je suis revenue à Dakar en 2016. Et c'est en 2017, après avoir été à la Mecque, que je me suis voilée. Donc, pendant les 5 premières années de Sofatou, c'était pas voilée du tout. C'était même pas pudique, hein, vraiment. Mais ça a changé, alhamdoulilah. Et là, vous avez lancé la marque. Quelle était après l'histoire de Sofatou? Alors, l'authenticité, c'est quoi pour vous? Pour moi, c'est déjà cet attachement à tout ce qui est africain de souche. D'abord. Et c'est pour ça qu'on a laissé le wax pour aller vers le pain tissé full time, enfin full mode, je ne sais pas comment dire. Donc c'est déjà ça, c'est vraiment des vêtements d'inspiration et de fabrication africaine que l'on fait. Ensuite, je dirais également c'est le côté très créatif de ce qu'on fait et très original. On ne copie pas. Pour nous, c'est une règle d'or. Et je pense qu'en 3e lieu, c'est qu'on essaie vraiment de ressortir l'identité des personnes qui portent ça juste par ce vêtement-là. Et c'est pour ça qu'on dit « the authentic you ». Parce que pour moi, ça montre voilà, le côté royal qui est en vous, le côté typiquement, authentiquement africain qui est en chacun. C'est le côté, de par vos traditions, valeurs, un petit peu que vous voulez... c'est un peu tout ça, c'est un mélange de tout ça. Que cette clientèle s'adapte, adopte? Je pense que on a une clientèle de base qui est très... ce sont des afrodescendants. Ce qu'on fait, c'est pas pour les caucasiens, c'est pas pour les... Il arrive qu'ils voient des pièces de chez nous qu'ils aiment, c'est pas pour les arabes non plus. Ils vont peut-être voir des pièces qu'ils vont aimer, une ou deux, mais globalement, ce qu'on fait, c'est d'inspiration ouest africaine. Et c'est pour ça que c'est ce public-là qu'on a et c'est eux que l'on cible. C'est pour eux qu'on est là. Et donc, ce qu'on cherche à faire vraiment, c'est à les rendre encore plus fiers de porter des créations de chez nous et des créations qui leur ressemblent et qui crient en fait « Je suis de l'Afrique de l'Ouest » sans qu'on ait à le dire. Qui est votre public? Qui sont vos clientes? Alors, je dirais beaucoup d'Africains de la diaspora, ça c'est une chose, d'Africains du continent aussi, donc sous-région et Sénégal bien sûr, mais aussi d'afro-descendants, donc des Caribéens, de la Martinique. On a beaucoup d'une population métisse également.
Mais je pense qu'on vend plus à l'étranger aujourd'hui, à l'extérieur, qu'ici au Sénégal. On exporte plus qu'on ne vend à Dakar. Un peu comme beaucoup de créateurs aujourd'hui, vous visez l'international. Oui. Pourquoi? Parce que le portefeuille au Sénégal est... Non, pas seulement. Je pense que le Sénégal, c'est un petit marché quand même. C'est un petit marché. Même en termes de population, je pense que c'est un petit marché. Aujourd'hui, si vous avez, en tout cas, si vous voulez étendre votre business, vous n'avez pas d'autre choix que d'aller vers l'étranger, en fait. Et pour aller à l'étranger, il faut compétir, il faut mettre les normes, la qualité, déjà. Il faut beaucoup de marketing, il faut un bon branding. Il faut mettre les moyens financiers aussi parce que c'est des voyages, c'est des partenariats, c'est beaucoup de choses aussi. Donc, oui, ça demande des moyens, mais je pense que c'est un investissement qui en vaut le coup. Bon, alhamdoulilah, vous avez démarré comment justement par rapport avec les moyens? Oui. Mais moi, j'ai commencé à l'étranger, vous savez, j'ai commencé au Maroc. C'était un peu plus facile du coup? Oui, parce que vu que j'ai commencé au Maroc et que j'exportais, je vendais principalement en France. Même en rentrant au Sénégal, j'ai continué à beaucoup vendre en France. Voilà, donc c'est resté. Et bien sûr, après, on a développé d'autres destinations. C'était par rapport à d'autres opportunités qu'on a eues. La série Maîtresse d'un homme marié, par exemple, ça a fait que c'est là qu'on a commencé à avoir des clients en Martinique, par exemple. On n'en avait pas avant. Donc, je pense que on a suivi les opportunités. Voilà, là où ça nous appelait, on y allait. Par exemple, récemment, il y a une influenceuse du Nigeria qui a porté une de nos tenues. Et d'un coup, on s'est retrouvé avec plein de clients de là-bas. Voilà. Vous avez certainement rencontré beaucoup de difficultés. Pouvez nous en citer quelques-unes? Il ne faut pas parler au passé. Hein. C'est toujours d'actualité. C'est énormément d'actualité. Je pense qu'il y a beaucoup de problèmes dans notre secteur. Déjà dû à l'approvisionnement. Je pense que c'est le plus difficile en termes de matière. La matière première. La matière première. L'accès est compliqué. Je pense deuxièmement, c'est en termes de ressources humaines. Il n'y a peut-être pas toutes les ressources humaines qualifiées localement. C'est difficile de standardiser ce qu'on fait alors que, bon, nous, ce qu'on fait aujourd'hui, ce qu'on propose, c'est du prêt-à-porter traditionnel. On fait de moins en moins de sur-mesure, limite on n'en fait presque plus. Et le but, c'est d'arrêter d'en faire carrément. Donc, je pense que là, tout le monde maintenant veut se mettre aux nouvelles tailles standards, S, M, L. C'est beaucoup plus simple pour tout le monde. Créer aussi de nouvelles tendances, de nouvelles couleurs, comme on en a, les saisons qui existent. Mais c'est exactement ce qu'on cherche à faire. Vous êtes aussi sur cette... c'est ce qu'on cherche à faire. Après, ce n'est pas évident parce que les gens ne sont pas encore habitués à cela. On est toujours habitué à ce qu'on ait un tailleur à disposition qui fait tout ce que l'on veut. Sauf que c'est un mode de production qui n'est pas scalable. En fait, vous ne pourrez pas développer votre business avec ce mode de production-là parce qu'il est c'est trop du cas par cas en fait. Donc, c'est vraiment ce qu'on cherche à faire aujourd'hui. Et donc, si je devais citer un troisième problème, bien sûr, il y a les problèmes de protection intellectuelle. C'est un réel problème. Pas assez protégé. Alors, bien sûr, on est à l'OAPI, nos modèles sont protégés, la marque est déposée, mais ensuite... Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que ça ne suffit pas à dissuader, en fait, les copieurs. Les copieurs, je ne parle pas des individus, je parle des grandes marques, enfin des grandes marques, des marques établies en tout cas qui copient. Vous êtes obligé de les suivre chacun en justice, c'est du temps, c'est de l'argent, c'est de l'énergie. Et du coup, on préfère fermer les yeux. Donc, je pense qu'il faudrait également plus de protection de la propriété intellectuelle. On a pour habitude de dire que ces marques qui copient ne peuvent peut-être pas s'imaginer derrière tout le travail qui est fourni. On attend de voir les résultats pour pouvoir très vite... Oui, non, je pense que pour moi, c'est un problème de valeur. C'est une frustration pour vous? C'est un problème de valeur. Je vois quelqu'un qui le fait, je me dis c'est juste qu'on n'a pas les mêmes valeurs. Aujourd'hui, moi, la raison pour laquelle je ne copie pas, c'est parce que pour rester vrai vis-à-vis de moi-même, et au-delà de ça, c'est que c'est du vol. Et je ne suis pas une voleuse. Et je n'espère pas que ce soit la chose qui m'empêche d'entrer au paradis. Je suis désolée. Et je pense que les gens ne le voient pas comme ça, ne le voient pas comme du tort qu'on fait à notre personne, du vol de la propriété de quelqu'un, c'est tout. Donc, je pense qu'il y a aussi de la sensibilisation à faire par rapport à ça, pour que les gens soient plus sensibles au point où, même si moi, je suis une marque qui n'est, pas de problème à copier une autre, que la clientèle sénégalaise soit exigeante au point de dire « je ne vais pas prendre ça parce que c'est de la copie ».
Donc, je pense qu'il y a un travail d'éducation Allez à voir faire. directement la personne qui l'a créé, le créateur ou le styliste en question. Non, et puis il y a des gens qui le font. Il y a des gens Oui. qui viennent me dire, je suis allée chez un tel, j'ai vu tes modèles, je lui ai dit, mais ce que vous faites, c'est pas honnête, parce que moi j'ai des clients très bristoires, voilà. Mais c'est pas tout le monde c'est pas tout le monde que ça dérange, malheureusement. En parlant de valeurs, quelles sont vos valeurs? Qu'est-ce que Je vous... pense que la principale que je citerai, c'est le partage. Oui. Parce que moi, je suis quelqu'un à qui on a beaucoup donné, donc j'aime redonner. Je suis quelqu'un qui a eu la chance d'avoir une famille extraordinaire, un mari extraordinaire, une belle famille, machallah, je ne le dis pas, des amis qui sont une famille. Donc, je suis quelqu'un qui a beaucoup reçu de la vie, de Dieu, des gens qui sont autour de moi. Et je pense que c'est normal que j'essaie de redonner autour de moi. Aux gens qui travaillent avec moi, aux gens qui viennent vers nous, aux gens qui en ont besoin tout court. Et puis, j'aime rassembler. J'aime être avec d'autres personnes qui ont le même mindset, qui ont les mêmes objectifs et d'avancer ensemble vers ça. Ouais. Vous avez une équipe de combien de personnes à peu près? 21 aujourd'hui. 21. Depuis 8 ans? Depuis 2016? 21 entre 2019 et maintenant, hein, ça a grandi très vite. Oui, mais jusqu'à 2019, il y avait moi et mon assistante. Et encore, mon assistante, j'ai prise en 2018. Donc jusqu'en 2018, j'étais seule. D'accord. Alors, nous allons passer rapidement à Octobre Rose. Nous savons qu'aujourd'hui, c'est le mois de sensibilisation, du dépistage pour que les femmes aillent se faire dépister, notamment du cancer du sein. Vous avez lancé le concept de Tribute. Qu'est-ce que c'est? Alors concrètement, c'est une initiative de Sofatou au profit de la LISCA, donc de la Ligue sénégalaise contre le cancer. Aujourd'hui au Sénégal, ce sont les principaux qui aident les malades du cancer, mais aident également à combattre la maladie. Par de la sensibilisation, par de la formation du personnel médical, par de l'équipement au niveau des structures de santé et également par de la prise en charge et de l'accompagnement médical. Donc, financier, psychologique, etc., des malades du cancer. Sauf que leurs ressources, elles ne sont pas énormes. Et ce qu'on cherche à faire vraiment, c'est de réunir des fonds pour eux. Donc, c'est une campagne en plusieurs volets. Voilà, c'est l'objectif principal. C'est une campagne en plusieurs volets. Il y a une campagne visuelle qui sera lancée demain. Donc, c'est une vidéo qui rassemble plusieurs influenceurs, acteurs de la mode, acteurs du digital, acteurs de la télévision, etc. Une campagne de sensibilisation. Il y a une journée de dépistage demain, donc à la LISCA, réservée, oui, gratuite, bien sûr, gratuite. Et c'est mon anniversaire, donc voilà, c'est ça que je veux comme cadeau. Voilà, c'est ce que je veux comme cadeau, c'est que vous alliez vous faire dépister, parce que c'est important. Il y a samedi l'événement que l'on fait et le lancement de la cagnotte. Alors l'événement, c'est un après-midi autour de la mode et en hommage aussi à ma maman. Voilà. À votre maman. On va revenir sur elle dans quelques instants. Le cancer vous touche particulièrement si vous avez peut-être décidé d'accompagner l'ISCA oui, justement à cause de ma maman. À la sensibilisation. Pourquoi? Ma maman est décédée du cancer. Elle est décédée cette année, au mois de mars. Et ce n'était pas la première fois qu'elle se battait contre la maladie. Donc, c'est pour ça que c'est une cause qui m'est très, très, très personnelle. Parce que ça m'a... Voilà. C'est Dieu qui a pris ma maman, c'est pas le cancer. Mais je veux dire, c'est pas le cancer. C'est vrai que c'est des séquelles des maladies. Mais comme on dit dans la vidéo, beaucoup de cancer des tachalaïa. Donc, on ne veut plus que ça emporte autant de personnes, en fait. Un témoignage sur elle? Vous faites où? C'est la meilleure personne que j'ai connue. Je ne le dis pas parce que c'est ma mère, je le dis parce que c'est une réalité. Elle était médecin, donc c'est Dr Mambayam John. Je pense que son décès sur la toile, il y a beaucoup de gens qui ont vu plein de témoignages. Et je suis désolée, je suis un peu... c'est pas évident de parler d'elle. C'est une personne d'une générosité, mais hors norme en fait. Ma mère, elle disait tout le temps, c'est-à-dire ce que j'ai donné, c'est ça qui m'appartient, parce qu'on lui reprochait toujours qu'elle donnait trop de choses en fait. Elle ne gardait rien pour elle. Ma mère,
C'était cette personne qui pouvait aller en mission avec sa voiture, mettre la voiture au service des autres et elle prend des clans d'eau pour se déplacer. Donc c'est cette personne qui va avoir une pomme et la couper en 10 parce qu'il y a 10 personnes dans la salle en fait. Donc elle ne va pas manger la pomme toute seule, elle ne peut pas le faire. Et ça c'est une même anecdote de cette pomme-là. Tu vas avoir 3 personnes qui vont te dire même si elle a une pomme. Donc je pense que c'était quelque chose de tellement ancré, tellement réel chez elle. Très humble. Malgré tout ce qu'elle a fait, ma maman, elle a été députée, elle a été à l'Assemblée nationale. Beaucoup de personnes ne le savaient même pas, en fait. C'est beaucoup battu pour la cause des femmes. Beaucoup pour la cause des femmes, beaucoup pour la lutte contre le tabac, beaucoup contre le cancer, beaucoup contre la mendicité, beaucoup pour la survie de la mère et de l'enfant. Donc c'est cette personne pour les daras, pour l'islam. C'est la première femme voilée à l'université de Dakar. Donc dans les années 80, à l'époque, on ne voyait pas des intellectuels musulmans qui s'assumaient parce que c'était la mode d'être communiste, d'être laïque, etc. C'était pas la mode d'assumer son islam. Donc c'est cette personne qui avait ses croyances, ses révolutions intimes, personnelles, qui aimait le Coran comme personne d'autre et qui faisait tout ce qu'elle faisait dans la discrétion. Et rien qu'hier, je suis tombée sur un message que je n'avais pas vu du décès d'une personne qui me disait que c'était une grande contributrice de leur association. Et en fait, toutes les associations qui sont venues nous dire la même chose. Et c'est pour ça, je pense qu'elle a touché autant de vies. Même au niveau de la famille, c'était celle qui rassemblait tout le monde. Donc, qui allait voir tout le monde dans les régions, un peu partout. Donc, Mounouma, j'ai du mal à parler d'elle. Tellement. Mais c'est juste, si je dois dire une chose, c'est que c'était une personne ordinaire, mais qui a eu un leg et une vie extraordinaire. Machallah. Ce côté partage, peut-être que vous l'avez chez elle. Je pense que oui, mais pas à son niveau. Pas à son niveau. Vraiment, et c'est elle l'objectif, hein, c'est d'arriver à le faire autant qu'elle. Mais je ne pourrais jamais. Elle a été extraordinaire. Et puis Kharane, vous savez, vraiment assidue dans tout ce qu'elle faisait. Elle a été à l'Assemblée nationale. Et c'est le témoignage que toutes les personnes vont vous dire. J'ai récemment, après son décès, on a découvert qu'elle tenait un blog où elle partageait des comptes rendus de séminaires et de réunions de l'Assemblée nationale. Je veux dire, les gens n'assistent même pas. Les députés ne vont même pas à l'Assemblée. Elle allait prendre des notes pour eux et partager. Et quand je dis compte rendu, c'est des comptes rendus de 4-5 pages. Donc, pour vous dire à quel point c'était quelqu'un de dédié dans tout ce qu'elle faisait. Donc, vraiment, qu'Allah ait son âme et surtout qu'Allah nous permette, en tout cas, de prendre, même si ce n'est que la moitié de ce qu'elle a été, de ce beau caractère qu'elle a eu, machallah. Du coup, The Tribute avec vous, il y aura beaucoup de partenaires, ils iront tous dans ce même sens, de sensibiliser contre le cancer. C'est ce qui nous réunit. Quelles seront vos attentes derrière? Alors, on a eu des partenaires. Bon, malheureusement, on n'a pas eu assez de partenaires pour l'événement, en tout cas financièrement. On a eu Telium, qu'on remercie vraiment pour l'accompagnement. Et sinon, on a eu aussi des partenaires qui nous ont aidés sur plusieurs aspects techniques, vraiment. Après, je pense que ce à quoi on s'attend, c'est qu'il y a également beaucoup de personnes qui ont offert des articles. Donc, c'est toujours moi, mes amis de la mode, qui viennent… On bloque avec vous. Toujours. Donc, qui offrent des articles, des sacs, des boubous. Donc, Alia Barré, Algay, Madeleine Darabi, Sisters of Africa, toujours elle aide dans tout ce que je fais, Parfait Kuba, etc. Et donc, ce sont des articles. Ce qu'on va faire, c'est qu'on les vend à 150 000. 150 000, c'est le prix d'une radiothérapie. D'accord. Donc, radiothérapie de 20 séances, c'est ça le traitement généralement quand les malades sont diagnostiqués du cancer. Et donc, l'idéal, ce serait qu'on ressorte là-bas avec au moins 20 radiothérapies qui sont offertes, ce qui fait environ 3 millions. C'est l'objectif. Également, ce qu'on a fait, c'est que les tickets sont à 30 000. Et sur les 30 000, c'est 15 000 francs pour payer le cocktail. Le cocktail coûte un peu plus cher. On va compléter, ce n'est pas grave. C'est notre contribution. Et 15 000 francs qui sont directement reversés à la LISCA. Donc, c'est qu'en vendant 150 tickets ou 100 tickets, c'est 100 mammographies. Pardon, mammographie, j'ai dit radiothérapie. 100 mammographies directement payées. Voilà. Donc, l'objectif, c'est de payer 100 mammographies et 20 radiothérapies au minimum. Si on arrive à faire plus avec l'événement, on est preneur. Est-ce que vous trouvez que les femmes vont très rapidement se faire dépister? Non, et c'est le grand drame. C'est le grand drame. On attend toujours que la maladie prenne le dessus. Et c'est ce qu'on dit dans la campagne, c'est que parce que justement, dépistage, c'est ce qui peut vous donner des chances, justement. Et donc, le dépistage, concrètement,
Donc, imaginez, avant que le cancer ne se développe, pendant 7 ans, vous pouvez avoir des lésions précancéreuses. Et ces lésions précancéreuses en question, si on les détecte tôt, en 5 minutes, on vous fait un traitement avec, avec de la thermoablation et c'est fini. Vous n'aurez pas un réel cancer, vous voyez. Vous n'arriverez pas à ce stade-là. Malheureusement, 80% des cas de cancer, ils arrivent en stade terminal. Peut-être parce qu'elles n'ont pas les moyens, non? Non, parce que le dépistage ne coûte pas cher. Donc, ce n'est pas le dépistage en soi qui pose problème. C'est que les gens... Elles n'ont pas l'information, peut-être. C'est vrai. Et après, c'est l'information, je pense, qui pose problème. Parce que si les gens savaient qu'ils devaient aller se dépister... Et puis cette curiosité aussi d'aller toujours voir si... Après, il y a des gens, ils vont faire un dépistage, on va leur prescrire une mammographie par contre. Et là, ils vont se dire, c'est trop cher. Parce que bien sûr, 30 000 francs, ce n'est pas donné à tout le monde. Et c'est pour ça que la LISCA est là pour subventionner ces mammographies ou des fois offrir un ticket gratuit carrément à 30 000 francs. Donc, subventionné auprès des hôpitaux. Donc, je pense que c'est important que les femmes profitent par exemple là de la période Octobre Rose. Là, le dépistage est gratuit. Et la LISCA ne le fait pas gratuitement que pendant Octobre Rose. Je pense qu'il y a peut-être quelques autres moments dans l'année. En partenariat peut-être avec le ministère de la Santé ou d'autres organismes? En partenariat avec beaucoup d'organismes et beaucoup, même de privés qui financent. Par exemple, DP Wood sont en train de financer une caravane actuellement pour aller faire le dépistage délocalisé dans plusieurs zones du pays. Donc, je pense que c'est important également que les entreprises sénégalaises soutiennent la LISCA. C'est une cause reconnue d'utilité publique, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si vous donnez à la LISCA, vous pouvez le déduire de vos impôts. Donc, c'est important que les entreprises sénégalaises comme étrangères qui sont basées ici, pensent à la LISCA en termes de RSE. C'est une maladie qui fait des ravages. C'est plus de 1500 femmes du cancer du sein seulement qui décèdent par année. C'est plus de 1700 cas par année, pardon. Cancer du sein, cancer du col de l'utérus, la même chose. Et je ne vous dis pas les autres cancers. Et la LISCA, ils sont là pour aider tous les malades du cancer. Donc, c'est vraiment beaucoup de charges. Il y a également des enfants. Il y a bien sûr des hommes aussi, parce que le cancer de la prostate est très présent dans ce pays. Dans un certain stade. Donnez-leur les moyens d'impacter plus de vies, d'aider plus de personnes. C'est tout ce qu'ils demandent. Vraiment. Alors, la mode qui lutte contre le cancer, c'est pas habituel, je pense que... C'est vrai. Hein? Mais après nous, c'est de la mode qu'on a. Donc, on lutte contre tout avec la mode. Voilà. Et pour moi, c'est une croyance personnelle. C'est que avec ce que vous avez, avec qui vous êtes, à travers qui vous êtes, vous pouvez contribuer en tout cas à rendre ce monde meilleur. Peu importe ce que vous faites, peu importe qui vous êtes, peu importe ce que vous avez comme moyen. Donc aujourd'hui, si vous êtes dans l'informatique, vous pouvez créer une plateforme. Si vous avez de l'argent, vous pouvez donner de l'argent. Si vous faites des vêtements, votre plateforme, c'est Instagram, Facebook comme moi. Utilisez ça pour faire passer des messages. Pour moi, c'est important. Donc, c'est ce qu'on a fait avec Doina contre les violences faites aux femmes. Et je pense qu'on n'est pas prêt d'arrêter. Ouais, non. On a encore des causes dans le sac. Hein. Pas de souci. Un autre message pour sensibiliser toutes ces femmes à aller se faire dépister? Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour vos familles. C'est une maladie très difficile et ce ne sera pas difficile que pour vous. C'est dur pour des enfants de voir leur maman souffrir. C'est dur pour votre conjoint également. Donc, faites-le pour vous, faites-le pour vos proches. Partez, même quand vous êtes bien portante. Et dites-vous que ça arrive à tout le monde, pas que les personnes âgées. Si vous êtes une jeune femme, faites l'autopalpation. C'est tous les mois après les règles. En tout cas, soyez vigilante. Restez à l'écoute de votre corps et partez vous faire dépister régulièrement. Parce que c'est très difficile à vivre, croyez-moi, comme maladie. C'est pas facile du tout. Après, il ne faut pas perdre espoir parce que c'est aussi une maladie qui se soigne. Donc, ne vous dites pas, je préfère ne pas savoir. Mieux vaut toujours savoir et savoir tôt pour pouvoir vous soigner facilement, plutôt d'attendre d'avoir des chances amoindries, en fait. Fatima, vos convictions? C'est qu'on vos croyances aussi par rapport, dans un avenir proche, lointain. Quelles sont vos croyances, quelles sont vos convictions? Alors, je vais sembler bizarre, mais pour moi, ma croyance principale, c'est qu'on est de passage sur cette terre. On n'habite pas ici. Ouais. On n'habite pas ici. On passe tous plus de temps sous terre que sur terre. Je le dis très souvent. Et je pense qu'on ne réalise pas à quel point c'est poignant. Je suis aujourd'hui encore plus spirituelle que les autres jours parce que j'ai eu un rêve où c'était la fin du monde et il y avait de la mer, genre comme ça sur ma tête. Je me suis réveillée en panique.
Donc, je pense que c'est quelque chose qu'on oublie très souvent. Et le berger de l'île de Ngor, il m'a toujours marqué pour ça, qui est un grand peintre qui est sur l'île de Ngor, tonton Abdoulaye Diallo. On prie pour vous à un moment où vous ne pourrez plus rien pour vous, à un moment où vous n'aurez que les prières des gens pour vous sauver de Dieu sait quoi vous attend. Donc, pour moi, l'essentiel, le but dans ce monde, c'est d'avoir le maximum de personnes qui vont prier pour vous quand vous allez partir et de bien vous préparer en sachant que vous allez partir. Votre mot de la fin? Le mot de la fin, ce sera une prière, c'est que Dieu nous facilite à tous dans cette lutte contre le cancer, mais dans ces luttes quotidiennes contre tout, contre la cherté de la vie, contre les drames familiaux, contre l'insécurité, en fait, on se bat contre tellement de choses. On est dans un monde aujourd'hui qui tourne très bizarrement, un monde de dans fou. tous les sens. Donc, il va dans tous les sens et les gens ont du mal à se retrouver. Le Covid par-ci, l'inflation par-là. En fait, il y a tellement de choses. Il y a de quoi décourager les gens au quotidien. Donc, accrochez-vous. Et peu importe vos combats personnels, peu importe vos combats collectifs également, qu'Allah nous facilite à tous. Amen. Merci beaucoup. J'ai été très ravie de t'avoir dans Tête à Tête. Tout le plaisir était pour moi, vraiment. Merci aux téléspectateurs qui nous ont suivis. Vous pouvez bien entendu retrouver l'intégralité de cette émission sur toutes nos plateformes digitales. Nous allons dédicacer cette émission au docteur Mbayang John Ba en hommage Merci au Octobre. Rose. Merci infiniment.